Marc-André Gagnon, journaliste au Journal de Montréal, qu'on va intégrer à l'instant. Bonjour Marc-André. Allô Salut, Marc-André, ça va? ça va très bien et toi? Ben oui, est-ce que vous avez dormi un peu depuis 30 heures ou Un peu, Un un peu. peu. Il y avait quelqu'un qui s'occupait de la nuit, David, qui va nous rejoindre tantôt pour la grande finale, mais oui, on a dormi un petit 6 heures cette nuit, donc c'est mieux que rien. Pas On se mal? porte C'est bien. un bon défi. C'est un bon défi. Fait que d'entrée de jeu, moi, je dois dire que s'il y a des jeunes fédéralistes ou nationalistes qui m'avaient fait la même invitation, j'aurais accepté l'invitation. Alors, je rappelle que journalistiquement parlant, je suis neutre. Mais ça me fait plaisir de participer à votre émission puisque ben, vous avez été d'une grande inspiration pour moi lorsque j'ai fait ce dossier-là. Merci beaucoup de venir à notre émission, puis effectivement, tu fais bien de le mentionner. Donc, tu es correspondant parlementaire pour le Journal de Montréal à Québec, c'est bien cela? C'est bien ça. Puis, c'est ça. Donc, tu n'es pas un acteur du camp du oui. Donc, voilà, la mise en garde, elle est faite. Tu n'es pas un militant non plus du camp du oui. Tu es ici à titre de journaliste, évidemment, parce que vous avez réalisé dans le Journal de Montréal une série d'articles que je vais afficher à l'écran ici, justement. Pour les 30 ans du référendum, hein. Je pense que les gens commencent à le savoir, ceux qui sont là depuis 30 heures. Ça va bientôt faire effectivement 30 ans officiellement le 30 octobre. Donc, vous avez réalisé une série d'articles dont certains que tu as écrits dans le Journal de Mhm. Montréal. On les voit défiler en ce moment à l'écran. Dont un qui nous mentionnait, avec qui on a eu la chance de se parler dans ce cadre-là. Exact. Puis, ben, dans le fond, hein, tu sais, l'idée, c'est que, bon, le référendum, on a souligné les 5 ans du référendum, les 10 ans du référendum, les 15, les 20, les 25. Là, on est rendu à 30. Alors, euh, pendant l'été, on a eu la réflexion à savoir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on va faire une 30e entrevue avec Jean-François Lisée qui va nous raconter les coulisses du fameux soir du 30 octobre 1995 où Jacques Parizeau n'avait pas lu le discours qu'il lui avait écrit. Alors, on s'est dit, ben, il faut parler de ce qui s'est passé en 1995, mais on a décidé de tourner nos yeux vers l'avenir. Fait que c'est une des raisons pour lesquelles ben, je tenais à vous parler dans le cadre de la préparation de ce dossier-là. Donc, je trouvais ça vraiment intéressant, 30 ans après le référendum, de donner la parole à des jeunes comme vous autres qui n'ont pas vécu donc le référendum de 1995, évidemment parce que vous n'étiez pas né, n'est-ce pas? Euh, Peut-être même que vos parents ne l'étaient pas ou en tout cas n'avaient pas droit de vote dans ces années-là. Donc, je pense que votre perspective sur ce que vous avez appris davantage, disons, dans les livres d'histoire sur un moment super important de l'histoire du Québec, et c'est franchement pertinent. Et puis, ça nous permet aussi de voir ben, où en est l'option là, 30 ans plus Hmm. tard. C'est ça, parce qu'il faut le dire également, il risque peut-être d'avoir un autre rendez-vous avec l'histoire. On verra les projections, les sondages, mais surtout les résultats lors de l'élection de 2026. Donc, je pense que ça rend tout ça très, très, très concret. Ouais, c'est ça. Puis c'est certain qu'une des raisons aussi qui fait qu'on en parle hein, beaucoup de la souveraineté, il faut dire que ça fait à peu près une vingtaine d'années qu'on en parlait très peu, là, ou presque plus. Oui. Et puis c'est un peu ce que Camille Goyette des Oui Québec nous raconte hein, dans le cadre de notre dossier, c'est que lorsqu'elle a commencé à militer après le printemps étudiant de 2012, ben, elle, en tant que souverainiste, c'était un peu la traversée du désert. C'est-à-dire que lorsqu'elle participait à des activités souverainistes, il n'y avait pas un chat, tu sais, ou très peu de monde. Alors que là, vraisemblablement, il se passe quelque chose depuis 6 mois, un an. Puis c'est un peu ce que tu racontes dans l'article, Marc-Antoine. Hein. On l'a vu, ne serait-ce que par la popularité des activités que Oui Québec a organisées dans les derniers mois. Euh, il y a cette promesse que Paul Saint-Pierre Plamondon a faite, qui est très ferme, de tenir un référendum dans un premier mandat. Ouais. Je pense que ça a un effet certain pour les souverainistes, puis la ferveur qu'il peut avoir chez les jeunes qui voient, je pense, dans la souveraineté un projet de société qui est porteur pour eux. Curieusement, un effet post-pandémie aussi, une hypothèse que je me suis posée en rédigeant tout ça, c'est, coudonc, est-ce que le fait
de s'être fait priver de nos libertés fondamentales pendant la pandémie pour les jeunes après leur a donné cette espèce de soif de liberté, parce que la souveraineté, c'est aussi il y en a qui le voient comme la liberté d'un peuple. Je m'interroge à savoir s'il y a un lien, mais bon, je ne fais que poser la question. Je ne suis pas expert. Il y a des universitaires que j'ai interviewés dans le cadre de la rédaction de notre dossier sur les 30 ans du référendum qui se demandent, sans avoir la réponse, si cette montée de la souveraineté chez les jeunes, c'est une mode ou si c'est là pour rester. Ça, c'est le temps qui va nous le dire, évidemment. Mais la tendance est intéressante. Puis, je pense que tout le monde va reconnaître que le sondage léger qu'on a fait juste avant la Saint-Jean-Baptiste, au mois de juin l'an dernier, où on voyait que 48% des jeunes de 18 à 34 ans voteraient oui à un référendum. Ça a étonné pas mal de monde. Juste avant de passer au sondage léger, tu as également parlé à des jeunes fédéralistes. Qu'est-ce qu'il y avait à dire justement sur ce référendum-là de 95 et un potentiel référendum dans les prochaines années? Oui, ben, leur point de vue est intéressant. Hein? Donc, nationaliste ou fédéraliste, ben, ils partagent essentiellement la mise en garde que Lucien Bouchard a servi dans les derniers mois au chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon. Peut-être pas en son tout, mais du moins dans la mesure où, selon eux, un troisième référendum serait dommageable pour le Québec. Surtout s'il est perdant, puis évidemment, ce qu'ils croient, eux, c'est que ce référendum-là serait perdant, notamment lorsqu'on regarde les sondages, c'est-à-dire que, grosso modo, depuis 20 ans, l'appui à la souveraineté a pas mal toujours été autour de 35 mais bon, lorsque Jacques Parizeau a décidé de plonger le Québec dans une campagne référendaire il y a 30 ans, du côté des sondages, on était à peu près dans les mêmes eaux, autour de 35-40 puis après, ben, ça s'est mis à monter là, pour la souveraineté au fur et à mesure que la campagne s'est déroulée. Puis, dans l'histoire, on se souviendra de Lucien Bouchard comme quelqu'un qui était très réfractaire à l'idée de lancer cette campagne référendaire-là il y a 30 ans. Hein. Lui, il préférait attendre là, vraiment que la victoire soit dans la poche. Et il faut dire que quand Jacques Parizeau a commencé sa campagne pour le oui, ça allait pas bien. Là. Puis éventuellement, ça allait tellement mal que Jacques Parizeau a décidé de laisser les devants de la scène à Lucien Bouchard, qui à ce moment-là est devenu une vedette incontestée du mouvement souverainiste. Mais dans les faits, après, 30 ans plus tard, dans le fond, ce que Lucien Bouchard dit, c'est un peu ce qu'il disait aussi il y a 30 ans. Puis dans différentes entrevues, je vois que vous écoutiez celle qui est accordée, je pense, à l'occasion des 20 ans du référendum au devoir, puis avec Mario Dumont, puis il est encore souverainiste. Là. Évidemment, ce qui n'est pas le cas des jeunes fédéralistes et nationalistes que j'ai rencontrés. Nationalistes qui croient encore à la troisième voie que représente la CAQ, puis du côté fédéraliste, c'est des jeunes qui sont membres de la commission jeunesse du Parti libéral. Je pense que vous l'aviez relevé dans d'autres émissions que vous avez faites récemment. Là. Il n'y a pas de camp du non. Hein, Ouais, il n'y a c'est pas, ça. il y a pas de Ben, mouvement fédéraliste pro-Canada chez les jeunes en ce moment. Alors, de ce côté-là, vous avez une petite longueur d'avance. Vous êtes plus organisé, vous avez plus d'initiatives. C'est sûr que l'option du oui, le mouvement souverainiste, ben, ça le dit. Là, il y a un mouvement. C'est un rêve que bien des gens au Québec portent depuis longtemps. Puis c'est quelque chose qui vivra toujours, indépendamment de ce qui arrive d'un éventuel référendum, s'il y en a un ou pas. Là. moi, je ressors de ce 30 heures-là avec une conclusion. Ben, j'en ai plusieurs, mais une des conclusions préliminaires que j'ai, c'est on n'a plus les jeunes fédéralistes qu'on avait. Dans le sens qu'à une époque, même le Parti libéral du Québec, les jeunes se posaient la question, étaient prêts à envisager l'idée de souveraineté s'ils jugeaient que c'était nécessaire. Il y avait une contre-proposition aussi. Donc, bon, je ne vais pas refaire l'histoire, mais nous, on a passé à travers Meade, Charlottetown, tout ça. On a l'impression aujourd'hui qu'il y a, donc, il y a la proposition nationaliste incarnée par la CAQ puis la jeunesse caquiste, donc faire des gains à l'intérieur du système actuel puis essayer de forcer la Constitution avec des mécanismes juridiques, c'est ce type d'intervention-là.
Mais des fédéralistes, on a l'impression qu'il n'y a plus de propositions. C'est-à-dire, il y a une proposition, c'est de rester dans le Canada, mais il n'y a plus de. Ils n'essayent plus de nous dire on peut changer le Canada, on peut apporter des modifications. C'est pas un discours, en tout cas, que j'ai l'impression qui existe. Mais est-ce que je me trompe? Est-ce qu'ils t'en ont parlé? Est-ce que d'autres fédéralistes en ont parlé ou c'est moi j'ai des œillères, ça se peut là? Ouais, ben là, c'est certain que vous êtes un peu biaisé en tout respect parce que, bon, vous êtes des promoteurs, ardents promoteurs du projet souverainiste. Ils m'ont parlé aussi là, de leur vision du Québec dans le Canada. Ils y croient, leur attachement est autant, en fait, est d'abord envers le Québec, mais aussi envers le Canada. Puis eux croient Ouais. que ça peut encore marcher. Mais est-ce qu'ils Puis, veulent le ben, changer? ben, tu sais, Benjamin, qu'on voit en ce moment à l'écran, Archambault, qui est un militant de la CAQ, ben, lui, il croit, tu sais, puis je ne veux pas parler pour lui, mais si je me souviens bien de ce qu'il m'expliquait, c'est qu'il croit que le Québec peut être plus fort, plus autonome à l'intérieur du Canada. Ce que ça veut dire, donc, c'est aller chercher des pouvoirs comme François Legault nous promet de le faire. Mais là, bon, François Legault, en même temps, objectivement, ça fait 2 mandats qu'il est là. Qui promet d'aller chercher des pouvoirs, notamment en matière d'immigration à Ottawa, et ça ne fonctionne pas. Là, il y a eu un changement de garde à Ottawa. Il faudra voir si, d'ici la prochaine élection générale, François Legault réussit à aller chercher des pouvoirs d'Ottawa. On voit entre autres qu'il se montre très copain-copain avec Mark Carney. Qu'est-ce que ça va donner, ça, maintenant, comme résultat? Puis, Jean Charest aussi, je ne l'ai pas interviewé moi directement, c'est mon confrère de TVA, Paul Larocque, qui l'a interviewé à l'occasion du 30e anniversaire du référendum. J'ai eu le privilège de voir cette entrevue-là avant qu'elle soit diffusée. Puis selon Jean Charest, qui lui aussi a été un visage important de la campagne du non, là, il y a 30 ans, quand il y a eu le 2e référendum, ben, Avec il son pense passeport, là. oui, qui avait sorti de sa poche, puis bon, tu sais, c'est une image très forte, puis il raconte ça d'ailleurs dans cette entrevue, vous pouvez toujours lire sur le site du journal, puis selon lui, avec le contexte de la folie tarifaire, ça c'est mon expression, la folie tarifaire de Donald Trump, donc de l'incertitude économique actuelle, ben, lui pense que l'option du non, dans le fond, est encore plus pertinente que jamais parce que le Canada doit être fort et uni, puis que les provinces doivent travailler ensemble. Maintenant, à l'envers de la médaille, ben, c'est que on le voit, le front uni des provinces que plusieurs aimeraient voir face à Donald Trump, ben, il n'est pas si uni que ça. Hein. On a vu dans les derniers jours le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, qui est venu mettre des bâtons un peu dans les roues à M. Carney avec sa fameuse publicité qui reprenait des extraits d'archives d'un ancien président républicain. Hein, puis Reagan, et ça a foutu la merde un peu. Là, et l'Alberta a ses propres positions aussi. Très à droite, très pro-pétrole. C'est quand même assez différent de ce qu'on voit au Québec. Alors, puis j'ai accompagné les premiers ministres des provinces à Washington en février. Puis on voyait que chacun avait ses particularités par rapport à sa province. Alors, est-ce que le Canada est si unique que ça? C'est un peu la question que les gens vont devoir se poser éventuellement s'il y a un 3e débat référendaire. Là. Je veux relancer, puis je suis désolé moi aussi, je ne suis pas journaliste par contre. C'est ce qui me permet d'être partisan, mais moi j'en conclus quand même, encore une fois, la position que je vois émerger chez les jeunes qui votent non. On va appeler ça comme ça. Là. Il y a les autonomistes qui disent on peut augmenter l'autonomie du Québec, mais j'entends personne me dire on peut changer le Canada. On dirait que ça a été abandonné. Est-ce que tu as entendu des jeunes qui disent oui, on peut encore changer le Canada ou ils veulent pas le. Tu sais, ça se défend aussi, là. Ils disent c'est bien correct comme ça. Moi, c'est l'impression que j'ai aujourd'hui, c'est que la jeunesse fédéraliste dit ben non, pourquoi? On n'a pas besoin de changer la Constitution canadienne, on n'a pas besoin de la signer, c'est pas important. On a vu cette semaine Pablo là, Rodriguez nous dire que bon. Il y aurait une position un jour peut-être, puis c'était à définir. Est-ce que je me trompe quand je dis que j'ai cette impression-là, les jeunes fédéralistes ne veulent plus s'intéresser à la question, ils ne veulent pas faire de propositions sur le sujet. Ben, Sauf l'autonomie, parler... on a classé l'autonomie. Là, mais... Ouais.
Mais je peux pas parler pour eux, puis je veux pas le faire non plus. Mais des entrevues que j'ai réalisées Mhm. avec les jeunes du Parti libéral, eux, euh, ils y croient dans le Canada, puis ils Tel croient que qu'il le est. Québec certainement qu'ils croient que la place du Québec peut être améliorée à l'intérieur du Canada. Ils sont nationalistes. Je veux dire, être nationaliste, ça Mhm. appartient pas seulement qu'aux souverainistes, ça. Donc, clairement, ils y croient. Ils ont le droit, puis le débat va être intéressant maintenant. Je pense que Absolument. les arguments pour répondre clairement à ta question, vont se raffiner lorsque le débat va commencer pour vrai. La campagne référendaire, elle n'est pas commencée. Il y a un bouillonnement en ce moment qu'on sent du côté du oui. Du côté du non, c'est même André Pratt, là, dans les derniers mois, qui disait bon, ben, tu sais, là, il y a sonnette d'alarme, il faudrait que le camp du non se structure un peu. Euh, donc, plus on va approcher du début d'un débat référendaire s'il y a lieu. Moi, je pense que l'élection générale dans 1 an va clairement être un moment pour en parler. Ouais. Et puis après, si le Parti québécois gagne l'élection, ne recule pas sur sa promesse de tenir un troisième référendum, ben là, le débat va vraiment commencer. Les chiffres vont commencer à bouger, puis ça va être très intéressant à suivre, là. Assurément. Tu parlais justement, tu faisais mention d'entretien avec Jean Charest et Paul Larocque. Je pense qu'il a fait d'autres entretiens comme ceux-ci. Oui, exact. Honnêtement, je ne me souviens pas des dates de diffusion à TVA, là, donc, je ne pourrais Pas de pas dire problème. quand il va les diffuser, mais eux aussi, là, en fin de semaine, puis tout au long de la semaine, ont des contenus qui vont être diffusés là, pour l'occasion. Nous, on s'était vraiment posé la question, bon, à quel moment on publie? Puis ben, c'est sûr qu'il y a toujours une petite compétition entre les différents médias où on veut être les premiers. Puis là, notre rédaction était assez avancée. Puis on s'est dit, bon, ben, on y va pour le 18. Puis ben, j'ai trouvé ça intéressant parce qu'on a été dans les premiers. Il y a eu des contenus aussi dans les autres médias, dans les autres journaux. Là, mais je pense que, humblement, je pense qu'on a été les premiers à offrir quelque chose de très complet là, à l'occasion du 30e anniversaire du référendum. Puis il y a tellement de matériel. Ça a été publié dans les pages du Journal de Montréal puis du Journal de Québec le week-end dernier, mais c'est encore en ligne. Là. Allez voir ça, c'est vraiment riche. Et notamment Mario Dumont, les plus jeunes qui l'ont moins connu, à ce moment-là, était dans le camp du oui. Là, et puis, à l'époque, il était chef de l'ADQ. Puis, il raconte un peu ses leçons, ce qu'il a retenu 30 ans plus tard, les leçons qu'il en tire, effectivement. Alors, il était tout jeune. Là, il avait 25 ans à ce moment-là. Méchante expérience qu'il a vécue. Là. Alors, tout ça, c'est intéressant. Puis énormément de chroniques aussi, là, même des coming out de certains chroniqueurs qui n'avaient jamais révélé de quel côté ils voteraient s'il y avait un nouveau référendum, des deux côtés, hein, du côté du oui comme du côté du non. Absolument, absolument. J'invite les gens à vraiment. Moi, j'ai lu tous les articles, toutes les chroniques. Parce qu'effectivement, j'étais dedans, ça a flatté mon ego jusqu'à un certain point. Mais blague à part, le texte également de Mario Dumont sur les leçons qu'il tire du référendum, c'est fascinant. Donc, j'invite les gens à le lire sur le Et site du Journal de Québec. Puis tu sais, je peux pas passer sous silence aussi l'entrevue que j'ai eue avec les gars de Kinji. Là, je suis allé assister à un de leurs spectacles à Québec, puis j'avais vraiment l'impression d'assister, c'était il y a quelques semaines, là, en septembre, un spectacle de Kinji au Pantoum à Québec, puis la salle était pleine à craquer. Il y avait des drapeaux du Québec partout. J'avais l'impression d'assister à une Saint-Jean-Baptiste en plein mois de septembre. Donc, vraiment, il y a un buzz autour de ce groupe-là. Puis, je m'attendais à ce que ce soit très, très, très jeune. Ça l'était, mais il y avait quand même du monde un peu plus vieux. Là. Fait que, Ouais. ils ratissent large quand même. Puis, je pense que sans se tromper, dans le cas de Kinji, on peut parler d'un phénomène TikTok là, assez impressionnant. Là, quand on parle de plus de 5 millions de visionnements, alors que ce gars-là, il y a 1 an, est juste rentré dans la chambre de son grand frère en disant Hey, j'aimerais ça faire du rap. Tu sais. Puis là, finalement, ça a levé au bout de son truc. Puis petite anecdote personnelle.
Avant de devenir journaliste à temps plein, moi, j'ai été coordonnateur artistique d'une salle de spectacle à Lévis qui s'appelait l'Espace Jeunesse Espéranto sur la rive sud de Québec. C'était un peu comme une maison des jeunes réinventée où il y avait une salle de spectacle, un studio d'enregistrement et tout ça. Fait que j'ai travaillé pendant des années avec des jeunes de ces âges-là à organiser des spectacles dans des salles qui avaient à peu près le gabarit du Pantoum que j'ai vu à Québec. Fait que ça m'a vraiment rendu nostalgique de replonger dans ces années-là de musique émergente, là. Et puis là, à ça, évidemment, vient un message politique qui est très fort. Puis j'ai interviewé là, des jeunes dans la salle dont les témoignages sont racontés dans l'article. Puis il y en a plusieurs qui racontent que c'est Kinji qui les a rendus souverainistes, séparatistes. Alors qu'il y en a une qui me dit à la blague, grâce à Kinji, ma fleur de lys, ma fleur préférée, c'est la fleur de lys, en faisant référence aux paroles d'une des chansons du duo. Fait que non, j'ai trouvé ça beau à voir. Puis encore là, c'est pas quelque chose qu'on voit du côté fédéraliste. Il n'y a pas des groupes de rap avec la feuille d'érable tatouée sur le cœur. Donc, ça va venir peut-être à un moment donné, mais moi, je leur souhaite. Oui. Ça prend un débat, il faut qu'il soit sain, puis c'est correct, mais quand je parle d'un bouillonnement, ça, c'en était l'illustration parfaite. Là. Oui, puis c'est très, très jeune. Je sais que Camille, je pense, elle était à l'un des spectacles, Camille Goyette, des Oui Québec, était à l'un des spectacles de Kinji et elle nous racontait qu'elle se sentait très vieille. Je pense qu'il y a des gens qui sont venus l'aborder en l'appelant madame, puis... fait que, ouais. Je pense, Nando, tu voulais parler du sondage ou tu avais autre chose à mentionner par rapport à ça? Ben, en fait, je voulais voir, dans le fond, du point de vue, parce que on a accès quand même au point de vue de ce qui se passe à la colline parlementaire, puis j'imagine qu'il y a des discussions avec des députés de toutes les formations. Est-ce que c'est un sujet comment dire, qui fait vraiment partie de leur esprit au quotidien, parce que, bon, on va souvent nous dire les priorités, c'est pas ça, c'est la santé, l'éducation, tout ça, on voit bien. Mais le premier parti dans les sondages, c'est quand même le Parti québécois. Ils promettent de faire un référendum. Tout le monde doit avoir ça en arrière-pensée. Là. Je peux pas imaginer que... Ben, écoute, je peux t'amener ça dans l'échelle du temps, disons. Ouais. Moi, ça fait depuis 2013 que je suis correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale. Ça fait plus longtemps que ça que je couvre la politique à différents niveaux, mais que je suis membre de la Tribune de la presse et que je suis basé en permanence à l'Assemblée nationale, c'est depuis 2013. Puis je te dirais que, sauf depuis quelques mois, il a rarement été question de de l'indépendance là, dans les corridors de l'Assemblée nationale. Je me souviens que Québec solidaire et que le Parti québécois, à quelques occasions, ont fait des interpellations. Ça, c'est une espèce de période des questions spéciales qui survient le vendredi à l'occasion, puis selon un horaire préétabli, là, avec une rotation. Donc, un député de l'opposition va interpeller un ministre sur un sujet qu'il décide, puis là, pendant quelques heures en chambre, ben, ils vont débattre de ce sujet-là. Et d'ailleurs, petite parenthèse là-dessus, ce qui est rigolo, c'est que dans les règles parlementaires, c'est le député qui choisit du titre de l'interpellation. Alors, des fois, ça donne vraiment des trucs qui sont tordants parce que, bon, après, on voit dans le bas de l'écran le titre de l'interpellation. Là. Alors, je sais pas, là, moi, ça va être, je dis n'importe quoi, là, mais ça va être pourquoi le gouvernement nous présente le pire des résultats dans la gestion des finances publiques depuis X années. Bon, pas le meilleur exemple, là, mais... c'est le salaire officiel, là. Alors, de la même façon que le Parti québécois pourrait arriver avec pourquoi l'indépendance serait la meilleure chose à faire au monde. C'était pas ça, mais ça peut ressembler à quelque chose du genre. Alors, ça, c'est toujours rigolo. Mais bon, alors, tout ça pour dire que, mis à part les interpellations, essentiellement, dans les 10-15 dernières années, il n'y a pas été souvent question d'indépendance au Parlement. Les députés qui sont souverainistes en parlent. Les fédéralistes, lorsqu'ils ont besoin qu'ils sentent le besoin de lancer une attaque envers les partis fédéralistes, les partis souverainistes, ben, vont utiliser des arguments fédéralistes, vont brandir la peur du référendum, etc. Mais c'est ça, je dois vous avouer vraiment que
il n'y en a pas beaucoup été question, sauf depuis récemment. J'assiste au point de presse des partis d'opposition le matin, puis aux mêlées de presse aussi avec les ministres. Puis là, depuis la rentrée, c'est un sujet qui revient, évidemment, depuis que Paul Saint-Pierre Plamondon est en tête des sondages et promet un troisième référendum. C'est évident qu'on en parle plus. Et puis, là, il y a une montée de l'intérêt chez les jeunes. On a parlé du sondage en juin. Là, il y a eu d'autres sondages plus récents où on sentait un retour un peu aux tendances qu'on a observées depuis 20 ans. Mais plus l'intérêt envers l'indépendance va monter, je pense que plus on va en parler. De la même façon qu'on en parlerait aussi s'il y avait un regain du vote pour le non important. Là, Parce qu'on le montre le sondage à l'instant, mais la classe d'âge, la tranche d'âge qui reste la plus souverainiste, c'est toujours les 18-34 ans, ce qui est quand même nouveau dans l'histoire politique québécoise. Ça fait 1 an que c'est de même. Avant, c'était jamais ça. Oui. Il y a eu le sondage en juin qui avait surpris plus d'une personne, 48% d'appui chez les 18-34 ans. À ce moment-là, il y avait tout un contexte. La montée du PQ dans les sondages, la Saint-Jean-Baptiste qui approche, le départ de Serge Fiori aussi, le chanteur créateur, grand musicien derrière Harmonium. Donc, et ça, c'est Léger qui me nommait ces éléments-là pour m'expliquer. Parce que moi, je ne suis pas analyste de sondage, mais quoi, je suis capable de le faire un peu quand même. On sait tous lire. Il nous parlait vraiment d'une effervescence qu'il avait sentie en juin. Et puis, de 48, ça a diminué à 38%, on le voit là, à l'écran, chez les 18-34 ans. Mais il reste qu'en août 2024, c'est une donnée que Jean-Marc Léger m'a ramenée pour que je comprenne vraiment qu'il se passe quelque chose chez les jeunes. C'est qu'en août 2024, chez les 18-34 ans, on parlait d'un jeune sur 4. C'était 25% des 18 à 34 ans qui disaient qu'ils voteraient oui s'il y avait un référendum sur l'indépendance. Donc, il y a clairement une nette progression. Puis ça, pour le camp souverainiste, c'est la meilleure des nouvelles. Par contre, Paul Saint-Pierre Plamondon, comme je l'ai dit dans plein d'entrevues, quand on regarde le sondage dans le détail, il ne peut pas prendre ça pour acquis, là, parce que c'est pas parce que les jeunes se disent souverainistes, indépendantistes qu'ils appuient automatiquement le Parti québécois. Puis de ce que j'ai compris entre les lignes des discussions que j'ai eues avec plusieurs jeunes, c'est que le discours sur l'immigration du Parti québécois, ça peut être répulsif. Puis comme j'ai dit lors de d'autres entrevues, les jeunes de 18 à 34 ans, ce qui est peut-être différent de mes parents à moi, ils sont allés à l'école, puis c'est-à-dire les jeunes d'aujourd'hui, là, ils vont à l'école et ils grandissent avec des Mohamed, des Arabes, des gens de toutes les communautés culturelles. Et donc, ils ne comprennent pas nécessairement qu'est-ce que ça a de bon, ce discours sur la réduction des seuils d'immigration. Discours qui est partagé aussi évidemment par la CAQ. Puis j'avais Paul Saint-Pierre Plamondon là, en entrevue en réaction à ce sondage-là lundi passé. Puis lui-même reconnaissait qu'il essaie de trouver les bons mots pour en parler, que c'est pas facile, parce que son objectif, c'est de rassembler autour de l'indépendance. Mais là, visiblement, dès qu'on parle des seuils d'immigration, puis là, je ne porte pas de jugement à savoir est-ce que sa position est la bonne ou n'est pas la bonne. C'est pas ça. Là, je ne dis pas qu'il ne faut pas parler d'immigration, mais que clairement, la façon dont il l'exprime et qu'il l'amène, ça ne semble pas l'aider à rassembler le vote autour du oui. Historiquement, Québec solidaire a toujours tiré fort là, chez les indépendantistes, un peu plus jeunes, mais maintenant, on voit QS dans les intentions de vote. On n'est pas loin de la disparition. Là. Effectivement. Ouais. C'est clairement un sujet qui nous divise. Merci beaucoup pour tous tes éclaircissements, Marc-André. On a un commentaire un peu comique de Marie Elodie qui disait « Peut-être que le fils à Justin Trudeau sera le rappeur officiel du candidat. » On ne sait pas. L'invitation, elle est lancée. J'avais également un bon commentaire de Danny. Peut-être que Katy Perry pourrait l'aider en plus. Ouais, ça c'est excellent. J'ai hâte qu'on nous raconte la belle histoire des plaines d'Abraham, puis nous faire rêver avec le fédéralisme. Non, mais pour vrai, ce serait intéressant de voir comment on peut y arriver. Fait qu'on te remercie beaucoup, Marc-André. On invite les gens à aller
on commence à être fatigué un peu. Les articles dans le Journal de Québec, dans le Journal de Montréal, à suivre le dossier spécial, moi j'ai trouvé ça super fascinant. Donc les gens ont vraiment apprécié ta présence. Encore une fois, merci beaucoup. Ben, ça fait plaisir. Merci à vous deux. Merci à tout le monde qui nous écoute. Puis, allez lire ça. C'est pertinent. C'est l'histoire. Puis, c'est ça qui est intéressant d'être correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale. On a l'impression d'être témoin de l'histoire qui s'écrit un peu à chaque jour. Mais c'est pas à toutes les occasions qu'on peut replonger comme ça en arrière. Puis, j'ai vraiment trouvé ça intéressant de le faire. Alors, j'espère que vous allez le sentir en lisant. On le sentait aussi ce soir. Tu es un très bon communicateur, je tiens à te le dire. Là, ça a été souligné dans le chat. Merci Ouais. beaucoup. Merci à vous. Merci, à la Merci prochaine. énormément, Bonne soirée. Marc-André. Bye. Bon Bye. repos, là. Merci beaucoup. Ça va arriver. Ouais, je pense qu'à 9h, je dors bien confortablement. Vraiment. Très intéressant. Je le remercie énormément. Moi, j'ai adoré lire la suite d'articles dans le Journal de Québec, Journal de Montréal. Allez lire ça. J'essayais d'être prudent. Je voulais pas, évidemment, le mettre dans une fâcheuse situation, mais on sent qu'il est vraiment très neutre. Moi, je trouve que le métier de journaliste, c'est un très beau métier, puis il le fait très bien de manière... tu sais, on voyait tout le temps qu'il rapportait les faits de ce qu'on lui avait rapporté dans ses entrevues. Donc, j'ai beaucoup apprécié ça. Vraiment. Moi, je suis content parce qu'il y a pas... ça confirme mon intuition. Il n'a pas infirmé, mais on va peut-être avoir la chance d'inviter des jeunes fédéralistes pour qu'ils nous fassent rêver de la fédération. Ou qu'ils nous disent pourquoi c'est bon comme c'est en ce moment. Ça aussi, ça se défend. Mais je l'entends pas. Je l'entends pas. Ils disent tous qu'ils veulent changer quelque chose, mais sans rien changer. Moi, j'ai hâte en tout cas. Mais c'est sûr que lui, il pouvait pas parler au nom des Non, jeunes mais- fédéralistes. Là, tu sais, puis Ben non, je il l'a sais. très moi, bien dit. Là, c'est pas moi, son ce que je rôle, voulais, là. c'est qu'ils me rapportent ce qu'eux lui ont dit, mais il n'y en a pas de Mais il peut propos. pas parler. Ouais, mais il a parlé quand même à 3 jeunes fédéralistes. Il peut pas parler au nom de. Non, il mais peut il pas aurait nous pu me rapporter dire... ce que les jeunes fédéralistes non plus veulent. Là. Non, mais comme dans ce que je veux dire, c'est, regarde, il a parlé de Samuel, je pense pas que ça met une bonne position ce que je dis, là. Il a parlé de comment il s'appelle? Samuel Benjamin. Archambault, je pense? Non, Benjamin Benjamin. Archambault, pardon. Benjamin Archambault qui a une position qui dit on faut gagner l'autonomie, tout ça. Donc, c'est un fait. Moi, j'aurais aimé, je pense qu'il n'y en a pas parce qu'il ne peut pas les inventer. Il n'y avait pas de propos tenus par des jeunes fédéralistes qui veulent soit changer le Canada, soit assumer qu'on est bien dedans. Puis je pense que ça résonne avec la position de Pablo Rodriguez, qui était extrêmement mal à l'aise cette semaine quand la question est relevée, parce qu'il sait qu'il ne peut pas dire que tout est beau, mais il n'est pas capable de proposer qu'est-ce qu'il veut changer non plus, parce que ça va fâcher son monde. Fait Ben, en même il n'y a temps, pas de peut-être. position en ce moment. Il n'y en a pas. En ce moment, je ne dis pas que ça ne va pas arriver, mais j'en vois pas. Ouais, c'est ça. C'est peut-être ma nature prudente à ne pas vouloir lui mettre des mots dans la bouche. Je trouve ça bien d'avoir eu un journaliste correspondant parlementaire du Journal de Montréal, Journal de Québec, avec nous. Les gens semblent avoir apprécié l'entrevue.